Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on discute du nouveau schéma d'aménagement de la ville de Baie-Saint-Paul avec la directrice de l'urbanisme. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul vous attend au marché de Noël. Le nouveau propriétaire du Mont-Grand-Fond présente son plan de développement. Incursion dans le monde de l'enneigement au massif de Charlevoix. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul dévoile ses nouvelles expositions. Le Chœur polyphonique vous invite aux Fantaisies du cœur. Et la microbrasserie de Charlevoix célèbre ses 25 ans. Bonne émission! Dans le dossier des inondations, alors que les démolitions accompagnent la reconstruction, nous sommes allés faire un tour dans le quartier Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul en compagnie de la directrice de l'urbanisme de la ville. Elle nous explique les modifications qui devront être apportées au nouveau schéma d'aménagement. La démolition se succède dans le quartier Saint-Joseph depuis quelques mois et les terrains vacants se multiplient. En fait, le citoyen a trois options, c'est-à-dire il peut céder le terrain à la ville. S'il le fait, la valeur de son terrain va être remboursée par le MSP, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité publique. Sinon, il peut le garder, mais ce terrain devient automatiquement inconstructible. À partir du moment où la démolition est accordée, il ne pourra pas reconstruire, évidemment parce qu'on est en zone inondable. La troisième option serait de vendre à un voisin qui pourrait y agrandir sa cour. En ce qui concerne les terrains cédés à la ville, il est encore trop tôt dans le processus pour s'avancer sur leur usage à venir. Actuellement, on travaille avec l'équipe de Vivre en ville, avec la précieuse collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour réfléchir au grand quartier Saint-Joseph à long terme. Comment on va assurer une meilleure résilience du quartier face aux inondations? C'est sûr que c'est un événement exceptionnel qui est arrivé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Avec le changement climatique, il faut s'attendre à tout. Ça fait comment on peut protéger nos milieux de vie? Plusieurs services de la municipalité sont mobilisés pour la remise en état des lieux, autant au niveau des infrastructures que de l'environnement. Actuellement, il y a les services du génie qui travaillent sur qu'est-ce qu'on fait avec le mur, comment on assure une plus grande résistance à ce mur-là. Est-ce que ça va être un mur, une digue? J'en ai aucune idée. Là, c'est mes collègues qui travaillent là-dessus. On a des gens qui se spécialisent en hydrogéologie aussi, qui réfléchissent à la rivière. Est-ce qu'on lui donne des zones de liberté pour qu'elle puisse s'élargir en cas d'inondation? Si oui, à quel endroit? Puis ça, il faut la penser dans toute sa longueur, la rivière. Il faut penser les affluents de la rivière aussi. Ça fait que c'est comme un énorme travail. Puis nous, notre domaine, on réfléchit aux solutions urbanistiques, architecturales, puis au niveau aussi de l'aménagement. L'organisme Vivre en ville, qui accompagne la municipalité dans ses réflexions, s'inspire de modèles déjà existants dans le monde et qui ont fait leurs preuves pour conseiller la ville de Baie-Saint-Paul sur son nouvel aménagement des zones inondables. Par exemple, les entrées de stationnement pourraient être faites de surface alvéolée pour un meilleur écoulement des eaux. On va peut-être réussir à travailler aussi avec Architecture sans frontières, qui ont une belle expertise là-dessus. Ça va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble du quartier, comment qu'on aménage les terrains vacants. Selon Diane Lemire, tout est encore possible. Les solutions existent et elles seront toutes évaluées. En ce qui concerne la préservation du patrimoine bâti, la procédure d'immunisation contre de futures inondations débute avec les ingénieurs qui déterminent la hauteur du premier plancher. Il faut aussi comprendre ici que les nouveaux sous-sols ne pourront être utilisés comme lieu de vie par les occupants. La maison de Mme Desrosiers, nous, on lui a offert le service du SARP. En fait, c'est une équipe avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Puis on offre des services gratuits à la population, de consultation. Ils font des esquisses, des propositions de restauration. C'est ça qu'ils ont fait pour toutes les maisons qui sont en train de s'immuniser puis qui sont en processus de demande d'aide d'immunisation. Ce qui est important pour nous, c'est évidemment que nos citoyens soient en sécurité,
mais que le fait de rehausser le bâtiment vienne pas minimiser la préservation du bâtiment patrimonial. Fait que dans le cas de Louise, son revêtement va descendre plus bas que la hauteur de ses fondations. Okay. Donc, ça va couvrir ça, puis avoir une belle galerie en façade. Là, ça va être vraiment, vraiment bien intégré. Diane Lemire souligne au passage que la Ville est présente et disponible pour aider les sinistrés dans leur démarche auprès des ministères et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul invite la population à les rencontrer à l'occasion du marché de Noël qui prend place cette semaine. Isabelle Dionne nous en dit davantage. Isabelle Dionne, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice générale de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Vous venez nous parler de votre présence au marché de Noël de Baie-Saint-Paul du 1er au 10 décembre. Dans le cadre de quelle campagne de donation vous faites ça? Bien, c'est pas dans le cadre d'une campagne spéciale, en fait. À chaque année, on est évidemment en campagne de financement, mais je pense que c'est une belle occasion d'être au marché de Noël, de rencontrer les gens de Baie-Saint-Paul, puis leur dire, bien, regardez qu'est-ce qu'on fait avec vos dons, parce que on l'explique pas toujours. Hein? Souvent, on fait nos campagnes, la campagne TACO, les gens savaient c'est une grosse campagne. Oui. Les gens savaient, mais comme actuellement, on est en notre publi-postage, donc c'est notre sollicitation postale, puis les gens, bien, ils nous donnent avec beaucoup de générosité. Oui, ça fonctionne. On ne repasse pas encore à un autre thème à 50 cents pour dire « avec votre don, on a fait ça ». Donc, aller à la rencontre des gens dans la population, bien, c'est leur expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces dons-là dans l'hôpital. Et là, vous avez un partenaire important cette année. C'est quoi l'importance de Cogeco dans cette année? Bien, en fait, Cogeco a vraiment fait preuve d'une grande générosité. Ils nous ont téléphoné, ils ont dit « on sait que vous êtes au marché de Noël. Vous avez une cause qui est importante, soutenir la santé, les établissements du CIUS ici dans Baie-Saint-Paul. Donc, on va vous faire un don de toutou. Donc, tous ceux qui vous feront $1 de 25 $ et plus, vous pourrez leur donner un petit toutou. Puis vraiment, là, tout je dis, ils sont tous doux. On a envie, on a vraiment envie de les avoir. Fait que c'était vraiment apprécié parce que ça n'arrive pas souvent que des partenaires, tu sais, des gens d'affaires nous appellent puis nous disent on vous encourage. C'est eux qui viennent vers vous. Souvent, on est plus en mode sollicitation. S'il vous plaît, pourriez-vous... Ben oui. Oui, fait que là, c'est une belle surprise. Ben oui, une belle collaboration. Oui. Il y a l'École Forget aussi qui participe dans le cadre du marché de Noël. On parle de petits trésors. C'est quoi les petits trésors? Petits trésors. En fait, avec les élèves de 4e année, ma collègue Catherine est allée avec eux. Ils ont fait des petites cartes de Noël. Je pense qu'on a 5 modèles différents. Je ne les ai pas avec moi aujourd'hui parce que Catherine les garde précieusement avec elle pour monter le kiosque. Mais on a 5 modèles de cartes qu'on a fait avec ces enfants-là. Des cartes de souhait. Des cartes de Noël, qu'on a fait avec eux. Et ils se vendent 10 $ chaque. Donc, au marché de Noël, vous allez pouvoir trouver ça. On a également fait avec les résidents du CHSLD ces beaux calendriers-là. Donc, on a 4 modèles. Tu sais, c'est le même... On le voit ici à l'arrière-plan. C'est des oiseaux sur le bord du fleuve. C'est absolument magnifique. Puis, bien, eux, ils ont colorié. Puis, je pense que les élèves aussi de 4e année étaient là avec eux. Vraiment, là, cette classe-là participe beaucoup à des activités avec les aînés du CHSLD. Intergénérationnel. Oui, ça fait du bien et aux personnes âgées et aux jeunes aussi. Puis la Fondation, bon, on aime ça s'immiscer un peu, s'inviter dans ces activités-là pour connaître bien la réalité aussi de ces personnes-là. Vous êtes sur le terrain On aussi, est sur le terrain, oui, pour voir c'est quoi leurs besoins, ces personnes âgées-là. Puis on va aussi, tu sais, quand je dis que c'est pas toujours facile pour la Fondation de dire voici ce qu'on a fait avec votre argent, ou on prend pas toujours le temps, ou on n'a pas toujours les moyens de le faire. Bien, on va apporter des choses qu'on a financées. Évidemment, on n'arrive pas avec le TACO, évidemment, on n'arrive pas avec des appareils, là, parce que, bon, on comprend... On ne peut pas tout sortir. On ne peut pas tout sortir, mais justement, au CHSLD, dans la dernière année, on a financé un Cartus. C'est un genre de vélo, de tricycle, tu sais, comme un peu les petits carrosses pour enfants, là, tu sais, pour les sportifs. Ah oui, mais on peut installer... Les big wheels. Genre big wheel, exactement. Ça a des grosses roues, c'est ça. Puis on peut installer une personne dans cet appareil-là, dans le Cartus. Donc, tu sais, c'est le département du CHSLD qui en a fait l'acquisition. Ça permet de faire sortir une personne à mobilité réduite de façon active. Leurs enfants, peu importe, des bénévoles, vont chercher monsieur, madame, font une tournée, descendent
au bord du fleuve, reviennent pour ceux qui sont en forme, reviennent, mais sinon, on est entouré de pistes cyclables ici, donc c'est magnifique. Oui, surtout dans le secteur de l'hôpital. Ben oui. Puis là, il y a des freins. En tout cas, c'est super sécuritaire, puis ça a été vraiment utilisé. Je pense qu'on va l'avoir ce week-end. OK. C'est supposé, en tout cas. Donc, l'hiver, ça marche aussi, là? L'hiver, moins, parce qu'on veut qu'il reste beau longtemps, puis en santé longtemps, puis avec le calcium, ben c'est... Fait que là, c'est une sortie spéciale pour le marché de Noël. Sinon aussi, au CHSLD, on a fait l'acquisition il y a quelques années de petits animaux robotisés qui fait un peu office de zoothérapie. Tu sais, vous savez, les personnes âgées, des fois, les personnes qui habitent au CHSLD, ils ont des troubles cognitifs, des fois, la tête est puis toute là. Puis ces petits animaux-là, ben ça les apaise. Crée une interaction. Oui, tout à fait. Même s'ils ne sont pas de chair et d'os? Même s'ils ne sont pas de chair et d'os. Je sais qu'il y a également des ateliers de zoothérapie, mais juste ces petits animaux-là, mécanisés, ça fait... c'est vraiment apaisant pour ces personnes-là. Là, on les aura probablement pas en fin de semaine, mais on a des bébés aussi. Des bébés? Des bébés. Bien là, c'est vrai, c'est des poupées, mais qui ressemblent vraiment beaucoup à des bébés. Puis pour avoir participé à des activités au CHSLD, il y a des grands-mamans qui font manger du gâteau à leur bébé. Ah oui, c'est comme un besoin c'est vraiment apaisant. maternel. Je pense que quand la démence ou l'Alzheimer vraiment a avancé dans le parcours de ces années-là, ils reviennent en arrière, hein? Ouais. Ils retournent, puis là, dans des souvenirs confortables. Oui, c'est ça. Fait que ces petites poupées-là les apaisent. Je sais qu'on va avoir d'autres équipements comme ça qu'on a offert au CHSLD. Là. Parce que la mission de la Fondation, c'est pas juste d'acheter des gros appareils. Non, c'est ça. On a entendu beaucoup parler du TACO. TACO, c'est sûr. Par exemple, c'est quoi les prochains objectifs? Là, en fait, déjà, depuis le TACO, on a fait l'achat du Cartus. On a fait l'achat aussi de... Puis là, ça va arriver éminemment, mais on s'entend que quand c'est des appareils, des équipements, bien là, il faut que l'hôpital adapte ses espaces. Bon, puis les fils électriques, puis tous ces machins. Toujours plus complexe que ce qu'on pense. Là. Nous autres, on a la façon facile, de financer le projet, mais après ça, il faut qu'ils se mettent en branle. Là. Mais un appareil d'imagerie en dentisterie médicale. Parce que, tu sais, quand on va chez le dentiste, il peut prendre les radiographies, il dit, OK, là, tu as tel dent à faire arracher, mais il y a des gens qui ont besoin d'être endormis pour procéder à ces extractions dentaires-là. Et à l'hôpital, on ne l'avait pas, cet appareil-là. Donc, il devait aller à Québec. En ayant cet appareil-là, ici à Baie-Saint-Paul, les personnes qui en avaient besoin, ils vont pouvoir avoir les traitements ici à Baie-Saint-Paul. On a fait l'achat de différents appareils comme ça qui permet aux gens d'ici de pas toujours avoir à se déplacer. Parce que c'est beau, on est bien, on a un bel hôpital. Bien, c'est un but aussi, un peu, hein, en gardant notre hôpital ici, de le remplir avec les services. Puis ça me brise tout le temps un peu le cœur quand je vois des chefs de département qui disent, bien, on vous présente ça, sinon nos patients, il faut qu'ils aillent à Québec. Ben oui. Puis tu sais, quand tu as besoin d'un appareil, c'est souvent que tu n'es pas en train, tu sais, ça va pas super bien, fait qu'il y ait des soins ici, dans notre belle région, dans notre bel hôpital flambant neuf, on est bien content de ça. Bien sûr. La Fondation, c'est pas que dans les murs de l'hôpital ou du CHSLD. Vous avez des fonds spécifiques là, à d'autres causes, si on veut. Bien, en fait, c'est principalement pour tous les patients et les résidents de l'hôpital, le CHSLD, les différentes services ressources, de santé. C'est ça, qui sont sur place. La Maison des aînés à Saint-Hilarion, quand ça va ouvrir, et dans notre giron également financier. Mais on supporte aussi le Centre communautaire Pro-Santé. On leur donne une enveloppe à chaque année pour les personnes défavorisées, l'achat de lunettes, traitement dentaire, pour qu'il y ait accès Donc, toujours en lien avec les soins de santé. Toujours en lien avec les soins de santé. On a un fonds jeunesse-adolescent qui n'est pas beaucoup exploité par l'externe. Puis là, le conseil d'administration, en janvier, on va réfléchir vraiment à nos fonds, mais qui visait le développement des saines habitudes de vie chez les enfants. Pour se dire, bien, l'idée, la meilleure façon de contrer la maladie, c'est de rester en santé puis d'avoir les meilleures habitudes meilleures habitudes de vie possibles. Fait que ce fonds-là, ça fait longtemps qu'il existe, mais je pense qu'on ne l'a pas assez mis en valeur. Puis là, on va réfléchir à ça. Là, comment on peut être plus actuel avec nos différents fonds, là, avec les besoins de la population. D'accord. Donc, on passe vous voir au marché de Noël du 1er au 10 décembre. Vous allez être situé dans quel coin? On est à l'intérieur. Donc, on vient se réchauffer. On va avoir chaud, ça va nous faire vraiment plaisir de vous rencontrer. Puis, on a des petits toutous qui sont tout doux, des beaux calendriers, des cartes. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle Dion. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée.
Les stations de ski de la région étaient dans leurs derniers préparatifs cette semaine avant la grande ouverture du 2 décembre. Nous sommes allés visiter les 2 sommets de Charlevoix, en commençant par le nouveau propriétaire du Mont-Grand-Fond qui dévoile son plan de développement. Donc je me présente, Christian Marche, je suis le président de la Compagnie des montagnes du ski du Québec qui est la maison mère, la nouvelle maison mère donc, de Mont-Grand-Fond Inc. Donc c'est un saut important pour Mont-Grand-Fond qui passe finalement d'un statut municipal à un statut privé, avec à la clé un plan d'investissement ambitieux. Le nouveau propriétaire du Mont-Grand-Fond compte investir pas moins de 55 millions de dollars au cours des prochaines années pour transformer le centre de ski en une destination 4 saisons. Dans notre plan de développement, on a prévu 2 choses. On a prévu de développer la partie vélo avec un plan vélo montagne et la partie trail, c'est-à-dire course à pied en montagne. Pour la partie vélo, avec le nouveau télésiège, on va pouvoir monter des vélos. Et puis est prévue la création de pistes de descente et également de pistes de randonnée. Et nous opérons nous-mêmes en fait la partie vélo avec un parc de vélos qui sera en location pour ceux qui n'ont pas de vélo, des vélos de montagne électriques ou des vélos de montagne gérés classiques. Pour la partie trail, on a signé une entente de 5 ans reconductible avec Arikana. Donc l'événement Arikana va continuer à se poursuivre sur Mont-Grand-Fond. Plusieurs interventions transformeront le Mont-Grand-Fond au cours des 3 prochaines années. Un nouveau télésiège d'une valeur de 14 millions de dollars sera en opération dès l'an prochain. Une piste de luge sur rail 4 saisons, un belvédère, un parcours d'hébertisme et des sentiers de vélo de randonnée seront également aménagés. Une somme de 22 millions de dollars sera consacrée à la construction de 30 chalets de ski en mode in and out, ainsi qu'une auberge de montagne d'une capacité de 50 chambres. L'ajout de 6 canons à neige qui sont déjà en opération permet de débuter la saison de ski beaucoup plus tôt que par les années passées. Les premiers équipements qui ont été acquis, c'est 6 nouveaux enneigeurs qui ont été acquis cet automne pour permettre de faire de la neige artificielle à des températures marginales, donc à partir de -2. Donc, ce qui nous a permis vraiment cette année, donc il y a toute la plage d'enneigement là, de -2 à -8, donc la température qu'il fait à peu près à la fin novembre ou dans les nuits du début décembre, que les anciens canons à neige dont était équipé le Mont-Grand-Fond ne permettaient pas. Donc, c'était des enneigeurs qui faisaient de la neige à partir de -8. Donc, maintenant, on a des canons qui sont très performants à partir de -2. On a aussi terminé cet été le plan d'amélioration des infrastructures qui avait été débuté avec la Corporation du Parc régional d'augmentation de la capacité de pompage. On avait travaillé à l'augmentation électrique. On pensait que cette augmentation de capacité-là allait augmenter de 40 % notre capacité de pompage. On est en train de découvrir qu'on est bien au-delà de ça. Donc, on a augmenté notre capacité de pompage de l'ordre de 50 à 60 % d'après moi. On a aussi fait l'acquisition d'une dameuse neuve cet été. Pour rentabiliser ces investissements, le président compte doubler, d'ici 3 ans, la fréquentation du Mont-Grand-Fond qui pourrait passer de 50 000 visiteurs à 100 jours de ski ou d'activité 4 saisons par année. Mais l'ambition de la Compagnie des montagnes de ski du Québec ne s'arrête pas au Mont-Grand-Fond. Son président a en effet confirmé qu'il se portera acquéreur dès janvier d'une nouvelle station de ski au Québec. La rumeur porte sur le Mont-Saint-Anne. Qu'est-ce que vous venez faire au Québec? Effectivement, on est européens. Qu'est-ce qu'on est venu faire au Québec? Écoutez, on est venu faire pour 2 choses. D'abord parce que dans le monde du ski, vous faites de la neige avec 3 choses essentielles qui sont de l'électricité, de l'eau et des températures. Où est-ce que vous avez dans le monde de l'électricité pas chère? Au Canada grâce à Hydro-Québec. Où est-ce que vous avez de l'eau en grande quantité? Toujours pareil. Au Canada parce que vous avez une réserve d'eau absolument gigantesque. Et puis vous êtes moins touché par le réchauffement climatique qu'on ne l'est en Europe et sur les 2 marchés les plus importants en Europe qui sont le marché français et le marché autrichien. On a créé la Compagnie des montagnes du ski du Québec pour reprendre le plus possible de stations de ski au Québec.
Est-ce que je comprends que le Mont-Grand-Fond devient la vitrine du développement que vous voulez faire en Amérique du Nord? Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est notre vitrine. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de faire... il vaut mieux... César disait, il vaut mieux être le premier dans son village que le second à Rome. Donc il vaut mieux faire super bien une petite montagne que de faire mal une grosse montagne. Alors c'est ici que vous traversez le Rubicon? Peut-être. Du côté du massif de Petite-Rivière-Saint-François, notre équipe s'est jointe à celle de l'enneigement, qui nous a expliqué tout le travail nécessaire pour obtenir les meilleures conditions de glisse possibles. Nous sommes le 30 novembre 2023 et Dame Nature a été généreuse pour les amoureux des pentes en nous offrant une belle bordée qui permettra l'ouverture des montagnes de la région dès le 2 décembre. Bienvenue dans la piste Desjardins qui se situe dans le secteur Camboul du massif. Je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. On se pose souvent la question, c'est quoi la différence entre un massif et une montagne? Alors, il y en a une. Un massif n'a pas de versant. Donc, on va souvent entendre parler d'un versant nord, un versant ouest, un versant sud. Bien, nous, ici, il n'y a pas de versant. On est un massif, donc il y a seulement un côté du massif qui est exploité, par contre, dans des secteurs différents. Donc là, on se situe dans le secteur Camboul. Okay. Le secteur Camboul, c'est toujours le secteur où on a la neige qui arrive le plus vite dans la saison. Et c'est au Camboul également qu'on a la neige qui quitte le plus tard dans la saison au printemps. Oh oui, moi, le cringué. Alors qu'une équipe s'affaire à démonter les systèmes d'enneigement de la piste Desjardins, Vincent Dufresne nous présente tout le travail effectué depuis le début des opérations il y a une quinzaine de jours. En début de saison comme ça, les premiers envois de neige artificielle qu'on fait, on fait exprès pour le garder vraiment plus mouillé un petit peu, pour créer une base qui permet justement au printemps d'avoir une base solide. On parle souvent, là, dans les conditions de glisse, on va parler de neige poudreuse sur une base ferme. Bien, justement, ce qu'on produit comme neige au début de saison, c'est la base ferme qu'on veut avoir le plus longtemps possible. Puis qu'on veut qu'au printemps, qu'on garde le ski le plus longtemps au fait, c'est aussi que le soleil, quand il va plomber dans la piste, ne vienne pas faire fondre. Donc la neige artificielle est beaucoup plus résistante au soleil que la neige naturelle. Puisque la météo est changeante et que la neige naturelle est toujours la bienvenue, l'équipe d'enneigement doit continuellement s'adapter aux variations de température. Notre équipe, il s'adapte justement à la température. Donc là, aujourd'hui, justement, là, on a une température qui est beaucoup plus douce. Donc là, on arrête l'enneigement. Là, ici, dans le secteur, on l'arrêtait de toute façon, mais il y a des secteurs où, aujourd'hui, on ne fera pas de neige parce qu'on ne produirait pas une qualité de neige qu'on désire. Donc là, on va plutôt planifier l'installation de ce qu'on prévoit pour cette nuit, où on va retomber dans des températures qui sont propices pour l'enneigement. Et cette nuit, bien, on va déployer vraiment les secteurs, donc la petite rivière, le secteur brise-glace au niveau de la proximité du Club Med. Donc, on veut vraiment donner l'accès le plus vite possible dans la saison jusqu'à la base de la montagne. Oh oui, moi, le cringué. La quantité de neige, on la calcule en gallons par minute. On appelle ça des GPM là, dans les rapports et tout. Donc, on produit en gallons par minute, c'est 4500 gallons par minute qu'on prend d'eau présentement. Pour produire la neige. Sur la montagne, sur le secteur qu'on enneige présentement. Okay. Donc, c'est le maximum de gallons par minute qu'on peut prendre par période d'opération d'enneigement. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on se déplace secteur par secteur dans la montagne. Pour fabriquer cette énorme quantité de neige artificielle, les stations de ski doivent s'approvisionner en eau et la distribuer partout sur la montagne. C'est à la station de pompage que prennent place ces opérations. Là, on est dans la station de pompage principale du massif de Charlevoix. Donc, c'est ici vraiment là, que tout se passe au niveau de l'arrivée de l'eau. On a 2 points d'eau qui sont naturels. Donc, la rivière Lombrette, qui depuis 2 ans maintenant existe. Et on a le lac Tourville. Le lac Tourville, depuis le tout début qu'on fait de l'enneigement artificiel ici au massif, c'était le lac Tourville dans lequel on puisait l'eau. L'eau du lac Tourville, l'eau de la rivière Lombrette s'en vont par conduit
des gros tuyaux là, qui ressemblent carrément à ce qu'on voit derrière comme ça. Donc, l'eau de la rivière et du lac s'en va de par ces conduites d'eau-là vers un réservoir. Le réservoir, on le voit le long du chemin du massif au sommet. Quand on passe, ça a l'air d'un gros beau lac, mais c'est le réservoir d'eau. Et de ce réservoir-là qu'on garde toujours plein avec justement l'alimentation en eau des deux cours d'eau, donc la Lombrette et le lac Tourville, bien, on amène cette eau-là du réservoir vers ici, dans la station de pompage. On voit ici, là, sur le tuyau, on voit que c'est écrit que c'est le tuyau principal. Donc, ce tuyau-là, c'est de là qu'arrive l'eau du réservoir. Et après ça, on voit l'ensemble des autres tuyaux, sans faire la nomenclature de chacun, mais chaque tuyau a sa nécessité et envoie l'eau à des endroits précis dans la diffusion, là, dans la montagne. Au massif, 2 principes sont utilisés pour acheminer l'eau jusqu'aux perches d'enneigement, par voie gravitaire et par voie de compression. Contrairement au système plus ancien, il n'est plus nécessaire d'ajouter des produits à l'eau pour créer la neige artificielle. C'est plutôt grâce aux systèmes de buses qui sont au bout des perches que la gouttelette d'eau se transforme en flocon au contact de l'air. La beauté des nouveaux systèmes avec les perches, c'est que tout est contrôlé par ordinateur. Donc, la nuance est importante. On produit beaucoup plus rapidement la mise en place de notre enneigement grâce à ces systèmes-là qui sont toutes faites là, vraiment propulsées avec un logiciel. Donc, à même mon bureau, je peux décider que on voit, exemple, la météo. OK, là, le secteur de la piste Desjardins, oh, la météo, elle nous indique qu'on tombe à -8 maintenant. Tandis que là, pendant qu'on est en train d'enneiger dans la Gagnon, par exemple, dans la Gagnon, on voit que la météo est à -4. Donc, les perches automatisées dans ces deux secteurs-là font en sorte que de l'ordinateur, j'arrête la propulsion d'eau dans les perches où il fait -4, puis je décide que j'envoie ça là où il fait -8 pour avoir une meilleure qualité de neige. Ces nouveaux systèmes dernier cri appelés Snowfy côtoient tout de même des systèmes plus anciens comme le canon turbo-cristal qui reste toujours utile dans certaines circonstances. Pour les endroits qui sont avec une proximité des bâtiments ou des endroits plus restreints, on va utiliser ce type de canon-là. C'est ce qu'on fait ici justement pour amener l'enneigement au niveau qu'on se doit d'avoir pour l'ouverture de samedi. Dernière étape de la préparation des pistes, le damage vise non seulement à aplanir les pistes, mais aussi à bonifier l'expérience de glisse des visiteurs. On voit présentement le travail de notre dameur. La machine dans laquelle il se trouve, c'est une Bison, donc de la marque Prinote, qui est notre partenaire au niveau de tout ce qui est damage ici sur la montagne. On voit derrière, il y a justement un treuil qui sert à damer les pistes quand on est dans des pentes qui sont vraiment abruptes. Donc, on va s'attacher avec le câble du treuil après les prises qu'il y a dans les pistes. Et la dameuse, elle, il faut toujours remonter la neige vers le haut de la montagne parce que, automatiquement, les gens, en skiant, descendent la neige. Donc, ça prend le treuil pour aider la machine à se tirer et on pousse la neige vers le haut. On repasse ce qu'on appelle la fraise. Donc ça, c'est les couteaux qui font le beau corps du roi qu'on voit derrière. À chaque tombée de neige importante, un plan de damage est élaboré. Lors d'une tempête de neige, on va toujours sortir l'opération de damage très tôt dans le soir même. Donc le but, c'est de garder la neige au sol. Donc on ne veut pas que le vent fasse disparaître la belle neige naturelle qui arrive. Donc, à ce moment-là, on sort le plan de damage aux alentours de 20 heures dans ce temps-là et on travaille la neige pour la compacter au maximum. Et après qu'on a fini la compaction, quand on est en mesure d'arriver vers 4h, 4h30 du matin, bien là, on sort les opérations justement de préparation de piste. C'est sûr que là, si la tempête continue, c'est différent. On laisse la poudreuse. Mais quand la neige va arrêter, bien là, à ce moment-là, les couteaux derrière vont vraiment faire un mixage de toute cette belle neige-là, vont venir la compacter et le tapis qui suit derrière fait le beau corps du roi. Donc, c'est ce qu'on est habitué de voir dans les meilleures conditions de glisse. C'est ce que les gens ont comme attente aussi. La qualité des équipements est importante pour garantir les meilleures conditions de glisse possibles. C'est pourquoi l'achat d'une nouvelle dameuse est fait à chaque année au massif de Petite-Rivière-Saint-François. Un investissement d'environ 700 000 $ par machine. On travaille pour 2026, donc c'est dans 2 ans,
pour être, en collaboration avec Prinote, la première montagne qui va avoir une dameuse, mais à carburant hydrogène. Donc, ça serait vraiment une machine qui fonctionnerait qu'à l'hydrogène, aucune émission de carburant, gaz à effet de serre et tout. Alors, pour nous, c'est ça on vise, d'arriver avec l'électrification de nos systèmes et l'utilisation d'hydrogène également. Cette année, c'est plus de 500 employés qui sont en poste pour assurer les opérations de la montagne. La plus grosse équipe de l'histoire du massif. À cela s'ajoute une centaine de bénévoles qui viennent prêter main forte. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente 2 nouvelles expositions dans ses salles principales, soit Regards obliques et Le corps sublime. Voici notre reportage. Bonjour tout le monde et vraiment merci d'être ici en grand nombre pour célébrer le travail d'une artiste exceptionnelle à la créativité débordante. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente une première rétrospective des 40 ans de pratique de l'artiste multidisciplinaire Paryse Martin avec l'exposition Regards obliques. Féministe de la première heure, elle a développé au fil des décennies une œuvre complexe et profonde d'une grande cohérence où l'intime se déploie dans l'universel. Par son savoir-faire et son imaginaire débridé, elle renverse nos perceptions pour nous amener à poser un regard lucide et empirique sur le monde. Excusez-moi, ça... je suis très émue. Audrey a fait énormément de travail pour retrouver les œuvres avec Paryse. Puis après ça, bien, c'est nous, de l'autre bord, on a fait les conventions. Tu sais, c'est rare qu'on a autant de prêteurs que ça. Là. 30 prêteurs, c'est beaucoup. Originaire de Caribou dans le Maine, Paryse Martin a grandi au Québec et est actuellement chargée d'enseignement à l'Université Laval. Les sujets qu'elle aborde, son côté à la fois doux et provocateur, lui ont valu le surnom de punk aux gants de soie. Ça représente vraiment ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est-à-dire d'avoir toujours un petit regard décalé sur les choses, mais de le livrer d'une manière assez douce, sans que ce soit pour heurter les gens ni pour déranger, mais bien pour nommer des choses qui viennent un petit peu plus de côté au lieu de front. Je pense que ça vient d'un état d'être, ce phénomène-là aussi, c'est que, mettons, l'offre de bonheur de notre société actuelle, pour moi, n'est pas nécessairement si convenante que ça. Le rapport à la consommation, le rapport aux femmes, le rapport à l'environnement, pour moi, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. Fait que j'essaie de donner à voir des visions qui pourraient peut-être changer un peu mon univers d'abord, puis peut-être inspirer les autres. Dans la grande salle d'exposition du musée, les aquarelles côtoient les sculptures de médiums variés, les bronzes et les installations, riches en matière et en couleurs, comme l'est ce grand mur de la démesure qui reproduit une installation faite en 92 lors d'une exposition à la galerie Simon Blais. Et le concept de ce mur-là, finalement, c'est de générer une œuvre qui est totale, mais constituée de plein de parties qui sont disparates, hétérogènes, qui n'ont aucun rapport à ces objets-là ensemble, mais qu'au final, elles vont former un tout extrêmement dynamique, texturé, théâtral et coloré. La conservatrice et directrice générale du musée, Gabrielle Bouchard, est très fière de cette exposition pour laquelle elle avait carte blanche pour une première fois depuis son entrée en poste. En fait, c'était pas supposé être ça. Puis il y a eu un changement, je dirais, de dernière minute parce que, tu sais, il y avait quelque chose de prévu, puis finalement, il y a eu un délai, l'exposition a dû être repoussée, et là, j'avais rien dans cette salle-là. Fait que j'étais vraiment contente. C'était comme un beau cadeau pour moi. Fait que, tu sais, je voulais me pencher sur une artiste, pas avoir plusieurs artistes. Puis c'est sûr que le nom de Paryse m'est venu en tête immédiatement. C'est tellement une technicienne incroyable, puis elle n'avait jamais eu d'exposition majeure muséale. Non seulement le choix de cet artiste amène un vent de fraîcheur, la programmation d'activités qui l'accompagneront pendant son séjour au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul ajoute à son attractivité.
Mais en fait, ça a été à parler avec Paryse. Paryse, à la base, c'est une prof. Donc, elle, être avec des enfants, faire la création avec des enfants, c'est vraiment la clé. Puis elle-même, elle prend des cours avec son neveu. Depuis qu'il y a 4 ans, 5 ans, c'est lui qui lui donne des cours de dessin pour retrouver des manières de dessiner plus instinctives, exactement. Donc, pour elle, elle nous a vraiment demandé comment est-ce que vous mettez les enfants là-dedans. Tu sais, c'était super important pour elle. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est seul dans son monde. Donc, on s'assure que la culture est vraiment un état de passage quand on travaille, puis on amène les jeunes dans nos expos. Puis aussi, c'est qu'ils n'ont pas toutes des idées préconçues sur qu'est-ce que ça doit être l'art. Donc, ils sont ouverts. On les fait entrer dans nos mondes tellement plus facilement, puis on dirait qu'ils ne l'oublient pas, ça, après. Ça meuble l'esprit pour longtemps, là. Des visites nocturnes à la lampe de poche sont également prévues dans le cadre d'Illumine Baie-Saint-Paul, ainsi que des ateliers de création et des conférences. La visite en compagnie de la commissaire de l'exposition, Audrey Caro, est aussi une invitation particulièrement appréciée, à laquelle les partenaires et amis du musée ont pu participer. Quand vous allez faire le tour, vous allez remarquer, pour moi, je voulais que ça soit expérientiel plutôt que de vous amener toujours des... Il y a des pistes de réflexion qui se trouvent sur certains cartels, mais je voulais que vous viviez son art, son travail. Et vous allez voir, en regardant les cartels au mur, vous allez peut-être vous étonner, ça a été fait en 90, mais elle revient sur ce motif-là au début des années 2000 ou bien en 2019, par exemple. Donc, il y a des éléments qui sont récurrents et c'est dans l'esprit de circularité qui se trouve chez Paryse Martin, puis aussi dans un système organique, les choses sont mouvantes, elles sont dynamiques, elles bougent et ça revient. Et cette pièce-là, finalement, qui est une sphère, donc qui n'a jamais de début ni de fin, eh bien le dessin qui est sur la sphère ici est à l'image de ça. En plus de Paryse Martin, l'exposition Le corps sublime du sculpteur Jim Ritchie est présentée dans la salle attenante. C'est un artiste qui, contrairement à l'œuvre de Paryse, qui est très foisonnante, qui touche à toutes sortes de sujets, Jim Ritchie s'est intéressé à un thème, le corps humain, mais qu'il a traité de différentes manières. Alors lui, son idée, c'était vraiment de rendre le corps humain dans ce qu'il y a de plus essentiel. Finalement, l'exposition permanente au sous-sol a aussi été mise à jour. Le côté historique reste le même, mais c'est vraiment toutes les œuvres de notre collection qui sont sorties. C'est Anne Beauchemin qui fait le commissariat à chaque année, là, qui change les œuvres. On a des œuvres de Serge Murphy qui parlent super bien avec les œuvres de Paryse aussi, dans le côté de la couleur, dans le côté de l'utilisation de l'aquarelle, tout ça. On a Françoise Sullivan, encore une fois, parce qu'on n'est pas capable de se passer d'elle. On a Rita Letendre, donc on a des femmes fortes, Marcel Ferron aussi, qui sont vraiment mises de l'avant. Fait que c'est vraiment des œuvres intéressantes. On a l'œuvre là que j'adore aussi de, mon Dieu, Mathieu Valade, le chien qui mange dans son bol de lumière. Les expositions Regards obliques et Les corps sublimes seront présentées jusqu'au 2 juin 2024. À l'approche du temps des fêtes, le Chœur polyphonique de Charlevoix vous convie à son spectacle Fantaisie du cœur. J'en discute avec Louise Lapierre. Louise Lapierre, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes membre du Chœur polyphonique. Vous venez nous présenter le spectacle qui sera offert dans le cadre du temps des fêtes, qui s'intitule Fantaisie du cœur. Déjà, parlez-moi un peu de ce titre. Qu'est-ce que ça représente? Alors, Fantaisie du cœur, c'est un recueil de... C'est un choix de 6 opéras et opérettes. D'accord. Qui datent des années 1800, mais qui sont toutes des opéras comiques. Dans lesquels les airs sont très, très connus. Okay. Il suffit d'entendre les premières notes et puis tout de suite, les gens vont reconnaître ces airs-là. D'accord. Déjà, opéra, opérette, c'est quoi la distinction entre les deux styles? En fait, l'opérette, c'est une pièce qui est beaucoup plus légère, dans laquelle il y a plus de comédie. Alors que l'opéra est un petit peu plus dramatique, élaboré et dramatique surtout. Là. Dans l'opérette, il y a de la chanson, il y a beaucoup de fantaisie, il y a beaucoup de choses comiques, il y a presque du burlesque parfois. Alors que dans l'opéra, tout est sombre et
et profond. D'accord. Donc là, on est dans la légèreté. Là, on est dans la légèreté, oui. Pour le temps des fêtes, on est dans la légèreté. Est-ce que c'est en français, le répertoire? En fait, il y a des airs qui vont être chantés dans différentes langues. Il va y en avoir en allemand et en italien, mais aussi beaucoup en français. Mais très accessible, donc des airs qu'on connaît. Oui, oui, ce sont des choses très, très accessibles. Il y a des airs de Carmen, le Toreador, c'est un grand classique. Là. Oui. Alors, ces airs-là, vous allez les reconnaître. Il y a des airs de grands musiciens aussi qui ont marqué le temps, comme je parle, le Chœur des Hébreux. Ça, c'est un air que tout le monde aime. Des fois, le titre nous dit rien. Nous dit pas grand-chose, mais aussitôt qu'on entend la première note, et là, on reconnaît, puis on repart dans nos souvenirs. Puis... Le chœur, est-ce qu'il est accompagné pour ce spectacle-là ou c'est seulement les choristes là, qui sont présents? Nous allons être accompagnés de 2 pianistes, René Gagnon et Michel Bellé. Et nous allons être accompagnés également de solistes. Qui sont invités au chœur? En fait, ils vont chanter avec nous en chœur et ils vont avoir des pièces qui leur sont dédiées, tout à fait. Oui, donc, et ces choristes sont Marc-André Caron, qui est avec nous depuis le début du chœur, et Louis-Charles Gagnon. Louis-Charles Gagnon. Louis-Charles Gagnon. Ce sont, pour ce qui est de Marc-André, c'est un étudiant de Sylvain Landry, notre chef. C'est avec lui qui a monté sa carrière, puis qui fait maintenant carrière à l'Opéra de Québec. Oui, parce que là, il faut dire qu'il y a des professionnels dans le chœur. Oui. C'est un chœur de haut niveau. C'est un chœur de niveau supérieur, je dirais. Oui. Marc-André et Louis-Charles, ce sont 2 chanteurs d'opéra classiques qui font carrière à Québec. Puis là, vous êtes à combien là, de choristes présentement dans le chœur? On est une trentaine. OK. Une trentaine. Hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Et puis là, vous recherchez des membres. Toujours. on recherche toujours des voix d'hommes. C'est très important de... Les hommes sont moins présents? Les hommes sont moins... de quantité au niveau on de ces voix-là? On a besoin de voix d'hommes. On en manque. On n'a pas beaucoup d'hommes qui viennent travailler avec nous. Et c'est très dommage parce qu'on a des très belles choses qu'on aimerait faire, mais vu qu'on n'a pas suffisamment de monsieur pour chanter, bien, on est obligé de changer. Ça limite le répertoire. Ça limite le répertoire, malheureusement. Oui. Et c'est quoi le processus là, pour rentrer dans le chœur, vu que c'est quand même de très haut niveau? Il y a des auditions? En fait, il faut se présenter. Et, en fait, bien entendu, il faut qu'on entende la voix. Là, mais en fait, il y a le directeur de chœur et la directrice adjointe vont entendre les protagonistes. Oui. En fait, ils ont à faire une petite audition. Ce n'est pas quelque chose de très élaboré, mais au moins pour qu'on entende la voix, qu'on entende l'étendue, surtout l'étendue de la voix. Est-ce que c'est une période particulière là, qui est réservée à ce recrutement-là? Idéalement, on aimerait que, comme par exemple, en août prochain, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à la prochaine saison, qui viennent nous rencontrer au mois d'août ou au mois de septembre, ou plus tard à la mi-septembre, pour nous faire part de leur intérêt à participer à nos pratiques. Oui, comme ça, ils n'arrivent pas en plein milieu d'une ben non, saison, parce que c'est un petit peu compliqué, là, puis il y a quand même beaucoup de préparation qu'on fait avant un spectacle, alors c'est important que la personne soit au même niveau là, que de travail. Oui. J'aimerais savoir, dites-moi, là, vous, le chanter dans un chœur, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, chanter dans un chœur, c'est une libération. Oui? Oui, c'est vraiment une libération. Se donner le cœur d'apprendre ça, là, de lire ça, d'apprendre ça, de lire sur l'œuvre, de lire sur le compositeur, d'apprendre les notes. Ensuite de ça, de chanter avec les choristes, mettre de l'émotion par la suite, moduler, préparer, refaire et refaire et refaire jusqu'à atteindre un niveau demandé, un niveau que le chef nous aide à atteindre. C'est quelque chose de très gratifiant. C'est une belle discipline et c'est plus que simplement chanter. Il y a toute la recherche autour de ça, la découverte. En fait, on fait chacun notre travail à notre goût. On fait nos recherches à notre goût. Mais moi, personnellement, je trouve que chanter, il faut savoir qu'est-ce qu'on chante, il faut savoir ce que le compositeur voulait dire. Alors, c'est important de faire une recherche et de connaître
l'œuvre, de connaître les enjeux, de connaître, la comprendre. Oui, bien entendu, la comprendre, c'est très important. Ben oui. Donc, on va revenir au spectacle Fantaisie du cœur. Quand est-ce que c'est présenté exactement? Ce sera présenté le 10 décembre prochain à l'église de Pointe-au-Pic à 14 h en après-midi. D'accord. Donc, une représentation seulement? Une seule représentation seulement. 1h15, 1h30 d'envoûtement. D'envoûtement. On a nos opérettes, mais on a aussi 2 comédies musicales, des airs de comédie musicale qui vont tout de suite accrocher le public, là, certainement. Donc, c'est ouvert à tout le monde, petits et grands. Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est une musique mondiale, c'est des airs connus, des airs aimés, des airs qu'on a entendus à multiples reprises, des airs qui ont été aussi parodiés. Ça fera sourire. Ça va faire sourire souvent. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'on doit se procurer des billets? Les billets sont en vente actuellement. Vous pouvez les réserver au Chœur Polyphonique par téléphone ou par Internet. Et aussi les choristes en ont. Alors, au coût de 25 $ et 15 $ pour les moins de 18 ans. Parfait. Merci beaucoup, Louise Lapierre. Merci. À la prochaine. Oui. La microbrasserie de Charlevoix fête ses 25 ans et pour l'occasion, une exposition inédite est présentée à la mezzanine du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. En voici un aperçu. Pour célébrer ses 25 ans, la microbrasserie de Charlevoix, en partenariat avec le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, présente l'exposition 25 ans à se faire brasser. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très inhabituel pour une entreprise comme ça de se tourner vers un artiste en art visuel. C'est vraiment une belle marque de respect, c'est une belle collaboration à faire. Puis je trouve ça vraiment super de mettre ça de l'avant dans le musée et qu'il soit tourné vraiment vers les artistes professionnels pour l'art visuel depuis 25 ans. Installée sur la mezzanine du musée, l'exposition rassemble une panoplie de bouteilles du collectionneur Rosaire Tremblay, les œuvres originales qui ont été transposées en étiquettes ainsi que des croquis. Je vous invite à venir voir, regarder l'évolution, c'est vraiment le fun parce qu'au départ, comme petite entreprise, c'est Caroline, ma conjointe, qui est artiste graphique, qui faisait les étiquettes. Et puis un jour, Caro en a eu assez, elle a dit non, là, on a besoin d'aller plus loin dans l'illustration, dans l'image. On voulait imaginer la Domino's Vobiscum, elle a pensé à Denis Reed qu'elle avait déjà rencontré. Donc Denis a été notre partenaire pendant un bon nombre d'années pour illustrer les bières de la microbrasserie. Et il y a quelques années, on a dit, bon, ben là, maintenant, avec la multitude de produits qui se retrouvent sur les tablettes, on le sait, hein, il y a 300 brasseries au Québec maintenant, puis il y a plein d'images, on voulait avoir quelque chose qui était un peu déjanté, un peu éclaté. Et on est tombé sur Paul Turgeon. Le processus créatif de l'illustrateur Paul Turgeon est habituellement fait sur commande, comme il nous l'explique, avec, pour exemple, La Petite Tranquille. La Petite Tranquille, il fallait que je réfléchisse à l'idée de prendre son temps. Pas être trop speedé, tout ça. Alors, j'ai dû faire, on le voit ici, j'ai fait beaucoup de versions. Ça, en fait, c'est pas toutes les versions. Alors, on y allait. Alors, j'essaie de trouver des choses, un chat qui se repose, il n'y a rien qui inspire plus la tranquillité, le bien-être. J'ai essayé, évidemment, l'animal le paresseux. Alors, j'essaie toutes sortes de choses qui ont rapport au fait de prendre ça cool. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, ouais, peut-être on aimerait ça que, finalement, La Petite Tranquille soit une petite tannante. Alors là, je m'en vais dans d'autres directions. Alors, j'essaie toutes sortes de choses différentes pour finalement revenir avec la tortue. À l'inverse, les artistes en art visuel comme Denis Reed ont moins l'habitude de travailler de cette façon. Pour lui, c'était une démarche artistique complètement différente. En fait, quand j'ai rencontré Frédéric pour faire les illustrations de ces tableaux-là, en fait de bière, il m'avait dit, bon, mais j'aimerais savoir une image de Baie-Saint-Paul, puis une image aussi des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. J'ai dit, OK, parfait, je pars avec ça. Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression de rentrer dans son cerveau. Et puis, quand je suis arrivé avec les croquis la semaine d'après, il a dit, c'est en plein ça que je vais avoir. Non, je trouvais le challenge intéressant, parce que puis faire des commandes, c'est pas toujours le fun des fois pour les artistes, là. Mais vu qu'il m'a comme laissé ouvert, j'ai embarqué dedans, puis j'ai vraiment eu du fun.
Les œuvres des artistes locaux Jean-François Racine et Mélissa Deschênes, qui ont aussi contribué à l'évolution visuelle de la marque, sont également exposées. On l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'esquisses parfois qui sont faits pour une image retenue. Mais on se le dit souvent avec Frédéric et avec Caroline et toute l'équipe avec qui je travaille. Parfois, pour une bière, ils vont dire cette esquisse-là, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, mais on l'aime beaucoup. Fait qu'on aimerait peut-être l'utiliser pour une autre bière. Paul Turgeon, qui est l'actuel illustrateur de la microbrasserie depuis 2018, a à ce jour créé plus d'une centaine de personnages pour l'entreprise. On a fait quelque chose d'assez spécial. Je pense que ça ne s'était jamais fait au Québec. Ça fait des années qu'on demande à des illustrateurs d'imager ce qu'on a en tête quand on déguste une bière. On leur parle du produit, puis ils nous font des dessins. Et puis, on a eu l'idée cette année, on a dit, Paul, fais-nous un dessin. Et puis, nous, avec l'équipe, on va créer une recette, puis on va faire une bière qui va, à notre avis, représenter l'image que tu nous as faite. Et c'est celle que vous pouvez écouter présentement, qui est en haut, qui s'appelle la Enigma. Et puis, Paul, au moment où on a fait ça, on avait demandé, écris sur un papier, envoie-nous dans une enveloppe, qu'est-ce que tu penses que ça va être la bière. Puis tantôt, il va nous dévoiler ça. Là. On va ouvrir l'enveloppe, puis on va savoir qu'est-ce qu'il y a en tête et voir si les créateurs de la brasserie ont été aussi fins que lui quand il fait des images. Pour ceux qui se demandent si oui ou non l'artiste Paul Turgeon avait bien deviné de quoi serait composée la bière inspirée de son œuvre, voici la réponse. Donc, une bière brune. Acier foncé. Vous avez évoqué dans le monseur des fonds de mer. Il y a quand même goût légèrement caramélisé. Oui. Café mocha, malté. Oui, c'est bon café, mais pas café. Ouais. J'avais mis 7,5 d'alcool, je suis pas loin, elle est à 8,5. Quand même. Donc, relativement fort pour suggérer une ivresse des profondeurs. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.